on m'a demandé de vous raconter une histoire d'humanité et de technologie. Plus précisément, une histoire de nouveaux lieux pour l'humanitaire et le développement. Des nouveaux lieux où des gens, comme vous et moi, pouvons aller créer, apprendre, partager. Des lieux pleins de nouvelles technologies, des lieux où l'humanité se mélange avec la technologie. L'histoire commence en 2014. Chez nous, on est bricoleurs depuis de nombreuses générations, depuis plusieurs milliers de générations, je pense probablement comme vous. Et c'est donc pas surprenant qu'un soir d'avril en 2014, cette photo ait été prise alors que j'étais en train d'assembler ma première imprimante 3D. Ces technologies permettent, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces nouvelles technologies, ces technologies de fabrication digitale permettent de créer à peu près n'importe quoi à partir de n'importe quelle matière. C'est du moins ce que l'on entend parler quand on en entend parler dans les médias. Ces technologies, comme je travaillais à l'époque au CICR, au Comité international de la Croix-Rouge, j'ai commencé à m'intéresser à voir comment est-ce qu'on pouvait l'utiliser pour l'action humanitaire. Quand on parle d'imprimante 3D, on parle d'une série d'outils qu'on nomme ou qu'on peut libeller ou qu'on peut catégoriser sous les technologies de fabrication digitale ou fabrication numérique. La première machine a été créée en 1952. Ces machines numériques permettent d'effectuer le travail de manière répétitive, sans se fatiguer et avec une extrême précision. La différence entre les machines est principalement l'outil qu'on met au bout et qui va être contrôlé par l'ordinateur. Ces machines, évidemment, ont bénéficié des progrès de la technologie et se sont miniaturisées, ont augmenté en puissance de calcul et sont devenues beaucoup plus simples à utiliser. On parle de technologie exponentielle actuellement. La technologie évolue à un rythme qui s'accélère de plus en plus. La même chose, évidemment, pour ces nouvelles machines de fabrication digitale, imprimantes 3D, fraiseuses, découpeuses laser, etc. Ici, on voit une machine qui a été développée il y a un peu plus de 10 ans. C'est un RepRap. Tout monté, elle coûte à peu près 200 francs. Et vous pouvez la construire vous-même en prenant des pièces du do-it-yourself d'à côté. Cette machine a la capacité de se reproduire. On imprime les pièces oranges et on achète des différents matériaux pour en refaire une autre. On en a 2. Et ainsi de suite. À la prochaine étape, on en a 4, et ainsi de suite, on en a 8, et ensuite, on finit, après 4 cycles de fabrication, à avoir 16 machines. Donc, après 4 cycles de fabrication, on est capable, plutôt que de faire un objet à la fois, on sera capable d'en faire 16 à la fois. Et j'aime bien cette image pour représenter les technologies exponentielles. Ces technologies, ces nouvelles technologies de fabrication, qui sont devenues beaucoup plus abordables, ont des lieux. Ces lieux s'appellent les Fab Labs. C'est une contraction en fait, qui tient pour Digital Fabrication Laboratory. Au tournant du millénaire, ces nouveaux espaces qui permettent aux gens d'être créatifs, de résoudre des problèmes, de faire des prototypes et d'autres objets, ont commencé à se développer. On en compte aujourd'hui plus de 1200 à travers le monde. C'est des espaces où, évidemment, il y a des machines, mais des machines destinées à l'utilisation d'humains. On a des communautés locales, mais aussi, on a par cette masse de Fab Labs, on a maintenant aussi une communauté globale qui s'intéresse à parfois des projets communs. Ces nouveaux lieux, évidemment, sont peuplés notamment par ce qu'on appelait avant des bricoleurs. Des bricoleurs, il y en a toujours eu. De nos jours, c'est toujours les mêmes. À la différence près que de nos jours, ils ont accès à des technologies qu'on n'avait pas avant.
c'est des technologies qui vous permettent de partager instantanément avec le monde, de voir ce que d'autres personnes ont fait, de s'inspirer et de résoudre des problèmes ensemble. On les appelle les makers, ce n'est pas vraiment la traduction de bricoleur, mais c'est néanmoins le terme qui s'est récemment normalisé dans le langage. Et parmi cette tranche de makers, on voit aussi des makers, évidemment, qui émergent et qui veulent faire de l'impact, qui veulent changer le monde, qui veulent le rendre mieux, plus juste, plus propre, et ainsi de suite. Je pense que, gentiment, vous voyez où on veut en venir. Cette idée comme quoi ces nouveaux espaces qui bénéficient maintenant à peu près la Terre entière, sauf les endroits les plus complexes et reculés, comment est-ce qu'on peut les adapter et les rendre utiles, ou comment est-ce qu'on peut en faire bénéficier le monde humanitaire et le monde du développement? Alors on a identifié déjà 3 cas d'utilisation supraordonnés. Le support aux opérations humanitaires, la logistique et ainsi de suite, avec la capacité annoncée et déjà réelle de nos jours de créer ce qu'on a besoin, où on en a besoin, quand on en a besoin. Évidemment, ça va s'améliorer encore dans le futur. Un autre cas d'utilisation, ça serait de favoriser l'innovation dans le secteur humanitaire en exposant les humanitaires à ces nouvelles technologies, à ces nouvelles approches. Et le troisième cas qui nous intéresse ici, évidemment, beaucoup plus, c'est l'autonomisation des populations affectées ou des personnes qui souffrent soit d'un conflit, soit d'un désastre naturel ou d'autres conditions socio-économiques défavorables. On va donc voir quelles adaptations sont nécessaires à ces lieux qui sont chez nous relativement faciles à imaginer. On a de l'électricité, on a de la connectivité, on a relativement facilement des endroits, du financement, de l'éducation et d'autres choses comme la paix, par exemple. Maintenant, vous imaginez déployer un Fab Lab tel que je le décris dans un endroit où il n'y a pas d'électricité, pas de connectivité, où potentiellement il y a des conflits, et vous avez déjà une circonstance qui est beaucoup plus pénible. Donc, quelles vont être les adaptations nécessaires qu'on va pouvoir mettre en place pour néanmoins pouvoir déployer ces nouveaux espaces? Et donc là, on a commencé maintenant, l'année passée en fait, avec une organisation que vous connaissez probablement tous, Terre des Hommes. On a fait une preuve du concept et on a déployé un Fab Lab humanitaire dans un contexte de réfugiés en Grèce, des réfugiés qui viennent du Moyen-Orient. Les conflits actuels ont généré un certain déplacement. Ces personnes restent d'habitude quelques mois en Grèce avant que leur sort soit décidé. Est-ce qu'ils continuent, est-ce qu'ils restent, est-ce qu'ils repartent chez eux, et ainsi de suite. Et donc, Terre des Hommes a voulu voir quel serait l'impact en fait de ces nouveaux espaces, de ces nouvelles technologies, de ces nouvelles opportunités pour les réfugiés. On a déployé un Fab Lab et en fait, les premiers effets sont notables. On remarque un impact positif sur le côté psychosocial, sur l'intégration des individus. Le Fab Lab n'est pas seulement ouvert aux réfugiés, mais aussi à la population locale. Il y a de l'éducation informelle qui est entreprise avec des activités régulières. On motive les gens à apprendre et ainsi de suite. Mais évidemment, même si cette première expérience a pour l'instant relativement bien marché et qu'on a récolté des données, qu'on sait combien de gens fréquentent l'endroit, ça ne nous dit pas forcément quel est l'impact réel sur les individus. Donc ça serait un premier défi évidemment majeur qu'on doit surmonter pour montrer que notre démarche a de la valeur. Pour montrer cet impact, il ne suffit pas de collecter des données démographiques quotidiennes et les afficher à l'écran. Il faut pouvoir faire une étude un peu plus longitudinale sur l'impact de ces lieux, de ces nouvelles pratiques, de cette exposition sociale sur les bénéficiaires ou les utilisateurs. Un deuxième défi, évidemment, vous l'imaginez, c'est l'infrastructure. Voilà, un endroit typique où potentiellement, au Burkina Faso, on va vouloir déployer un de ces Fab Labs humanitaires, ou là plutôt dans un contexte de développement.
C'est des endroits où les endroits humanitaires, les contextes humanitaires ou les contextes de développement sont des endroits qui sont presque par définition complexes, distants, difficiles d'accès et parfois en crise. Et évidemment, là, les premiers problèmes qu'on va rencontrer, ça va être l'électricité, la connectivité, par exemple. Comment est-ce qu'on va faire marcher ces machines? Un deuxième défi qui, évidemment, c'est un peu tout lié, hein, on parle de la même situation, ça va être la logistique. Comment est-ce qu'on va acheminer les choses? Qu'est-ce qu'on va trouver à disposition sur place? Et comment est-ce qu'on va éviter de devoir faire des imports systématiques de pièces de rechange, de matériel divers et variés, alors qu'on pourrait, si possible, essayer d'utiliser les ressources qui sont à disposition dans les environs. Et évidemment, ça c'est aussi un gros problème à résoudre. Un autre défi, c'est l'absence de scolarisation ou la déscolarisation précoce. Beaucoup de jeunes ne vont pas à l'école. Ceux qui rentrent en primaire ou en secondaire risquent de sortir pour des raisons multiples et variées. Et comment est-ce qu'on va pouvoir travailler sur une base qui n'est pas forcément toujours très stable, avec des jeunes qui n'ont pas forcément les connaissances que nos enfants ici ou dans les pays développés pourraient, ou privilégiés, pourraient avoir. Alors, il n'y a pas que des défis, et puis je ne les cite pas tous, j'ai essayé de me concentrer un petit peu sur les principaux. Il y a aussi des éléments de réponse. Évidemment, si on n'a pas d'électricité, on va faire comme les gens sur place, on va la produire. Alors eux, ils le produisent d'habitude avec des générateurs à essence ou à diesel, mais dans les cas les plus avancés, entre guillemets, on va trouver l'utilisation, par exemple, ici de panneaux solaires qui actionnent un ventilateur dans ce cas-là et qui pompe de l'air frais à 70 mètres de profondeur où la personne qui est en train de creuser dans ce puits a besoin d'air frais, évidemment, pour faire son travail et pour survivre. Donc on va essayer de développer cette approche sur les énergies renouvelables. Un autre élément de réponse, ça va être de faire, déjà d'acheter ce qu'on peut sur place ou dans les environs, et si possible, de faire ce qu'on peut dans un Fab Lab proche ou dans la région. Là, on voit une machine, une imprimante 3D qui a été construite à Gaza. Ils en ont 6 autres. Ils ont une petite usine, en fait, où ils produisent des pièces médicales utiles parce que pas disponibles à Gaza. Et par exemple, juste pour vous donner une idée de ce qui a été produit sur cette imprimante 3D qui a probablement coûté de nouveau moins de 200 francs, voilà un stéthoscope qui tout récemment a été peer-reviewed, revu par des pairs et qui marche aussi bien qu'un stéthoscope à 300 francs alors que celui-là coûte seulement 3 francs, 300 centimes. Donc, vous voyez potentiellement l'intérêt que ces nouvelles technologies peuvent avoir spécifiquement, comme dans les contextes à Gaza. Un autre élément de réponse, évidemment, c'est la revalorisation des déchets. Quand je vous dis qu'on a des problèmes d'infrastructure, de logistique, évidemment, amener de la matière première qui pourrait être utilisée dans ces Fab Labs comme on le ferait ici, aux États-Unis, en Europe, ailleurs, et dans d'autres pays, là-bas, ça ne va pas être possible. On ne va pas pouvoir aller acheter le multipli en peuplier ou je ne sais pas quoi, et puis l'amener pour le découper à la fraiseuse ou à la découpeuse laser, ou avoir du filament à profusion pour imprimer des objets en 3D. Par contre, ce qu'il y a, c'est assez impressionnant, c'est qu'il y a une source inépuisable de matériaux qu'on pourrait revaloriser, transformer les bouteilles en plastique en filaments pour l'impression 3D et d'autres approches qui pourraient être utilisées de cette manière. Je cite là, par exemple, des initiatives comme Precious Plastic qui développent exactement ces technologies et cette approche. Un autre élément de réponse aussi qu'on peut amener ici, c'est dans le cas spécifique de Gaza, dans le cas de camps de réfugiés où les gens en fait sont comme à Gaza, ils ne peuvent pas vraiment, la plupart du temps du moins, quitter ces camps de réfugiés, mais néanmoins veulent avoir une activité ou participer à la collectivité, c'est l'inclusion dans l'économie digitale.
L'économie digitale, c'est toute cette économie virtuelle. Elle vaut des milliards actuellement et c'est en constante augmentation. On peut acheter des choses sur le web, on n'a plus besoin d'aller au magasin. Moi, je peux designer des objets, des œuvres d'art ou des solutions utiles, je peux les vendre et vous pouvez les acheter sur le web aussi. Et ça devient complètement dévirtualisé. Ici, on voit Mahmoud à Gaza, en fait, qui travaille depuis Work Without Borders, une NGO locale, qui permet aux gens, aux professionnels digitaux de Gaza. Gaza a plusieurs universités, mais seulement 1,8 million d'habitants. Donc, il y a plein de savoir-faire digital et numérique sur place. Mais par contre, ils n'arrivent pas à travailler notamment pour le marché local. Pour travailler néanmoins, ils travaillent depuis Gaza pour des marchés arabes et autres, et ils vendent leurs compétences à l'étranger. On pourrait très bien s'imaginer une approche similaire pour des réfugiés ou d'autres endroits où les gens auraient de la difficulté à avoir de l'employabilité avec les activités locales. Un autre élément de réponse encore, c'est former les formateurs. Et là, on est vraiment dans un souci de pérennité. Comment est-ce qu'on peut assurer la pérennité d'un endroit comme ça ? Pérennité parce que potentiellement les budgets du programme humanitaire ou du développement vont couper. Le Fab Lab n'aura plus de budget, mais néanmoins, il intéresse la communauté. Donc, une approche évidente, c'est de travailler sur la formation des formateurs, faire en sorte que les cursus d'enseignement qui soient promulgués dans le Fab Lab permettent gentiment à la base d'utilisateurs à venir et à renflouer et à animer le lieu lui-même. Encore à citer un atout majeur, la curiosité humaine. Partout où j'ai été, j'ai visité plusieurs pays ces dernières années. Et en fait, les humains sont très curieux. Ils voient de la technologie, ils se demandent comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser, comment est-ce qu'ils peuvent en bénéficier. Et ils apprennent très rapidement, en fait, les plus jeunes encore plus rapidement. Avec les 16 secondes qu'il me reste, je voulais encore vous parler de la suite. On a donc un premier Fab Lab en Grèce. Il y en a d'autres qui sont planifiés en Ukraine, en Roumanie, à Gaza, comme j'en parlais, à Djibouti, au Burkina Faso et au Kenya. Le but là maintenant, c'est de développer vraiment ce consortium qui va nous permettre d'avancer, d'avoir d'autres partenariats, d'autres organisations humanitaires intéressées, des sponsors privés ou des fondations, et ainsi de suite, pour développer le modèle, pour apprendre des différentes preuves de concepts qu'on a mis en place et pour finalement formaliser une approche qui va permettre aux humanitaires et au secteur du développement de déployer des Fab Labs, ces nouveaux espaces numériques dans leur contexte. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.